Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis, avec mes différents intervenants, de vous accueillir ce soir. On va essayer d'évoluer à travers la soirée sur le thème « Les opportunités de crise ». Bien sûr, on sera obligé de faire un petit constat qui va être un petit peu douloureux, mais on passera assez rapidement sur les mauvaises choses pour vous montrer qu'on a essayé de vous donner des idées sur vos réflexions et sur vos investissements futurs. Donc pour la qualité de la soirée, on vous demande d'éteindre vos téléphones portables. Je crois que je peux éteindre bien. Voilà. Donc je vais me présenter assez rapidement. Donc je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Alors comme je n'aime pas trop parler de moi, je vais aller un peu vite. Après je vous donnerai quelques précisions pour ceux qui le souhaitent. Conseil d'investissement financier agréé par l'AMF. J'ai un 3e cycle de gestion de patrimoine et je fais partie de la Chambre des indépendants du patrimoine, dont une grande campagne de communication commence ces jours-ci et qui regroupe aujourd'hui plus de 2000 cabinets. C'est le plus gros groupement professionnel présent en France à l'heure actuelle. J'ai créé un cabinet. Au début, j'étais salarié dans une grosse entreprise. J'ai créé Conseil patrimoine en 2001 à Marseille. Et ensuite, raison climatique, j'ai un bureau secondaire sur Paris, 88 rue de Provence. Et pour des histoires historiques, une agence également en Guadeloupe. Donc, Conseil patrimoine fait partie des 100 plus gros cabinets de gestion de patrimoine en France, sur donc 2500 recensés. Et ensuite, en 2007, on a créé avec une SICAV, parce qu'on avait une problématique, on avait plus de 400 clients, c'était compliqué d'arbitrer tout le monde en même temps, puisque entre le premier arbitrage et le dernier, il s'est écoulé plus d'un mois. Donc on a créé une SICAV à laquelle Stéphane, qui interviendra plus tard, nous a fait le plaisir de participer depuis juillet 2010. Donc les domaines d'intervention d'un point de vue global, le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Donc nous, notre métier, c'est d'avoir des notions en matière de patrimoine professionnel pour accompagner au mieux, et Dieu sait si en ce moment c'est compliqué, le patrimoine professionnel en patrimoine privé en évitant de passer à travers une taxation trop complexe. Donc sur le patrimoine privé, notre intervention commence sur le régime matrimonial, c'est la base de toute analyse patrimoniale, sur la transmission, sur la pérennité des revenus. On verra qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué également, sur la fiscalité et sur la retraite. En matière d'entreprise, donc j'ai travaillé avec Pierre-Yves Lagarde, qui écrit souvent dans les Échos, dans la GFI. Donc on travaille sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant d'entreprise. Donc notre métier, c'est de mettre le curseur au bon endroit pour optimiser à la fois l'aspect social et l'aspect fiscal de toute rémunération. Donc tout ce qui touche au plan d'épargne d'entreprise qui permet de dégraisser l'entreprise avec des conditions sociales et fiscales encore avantageuses. Transmission de l'outil de travail, notamment avec les pactes de loi du travail, des ventes à un tiers, des LBO classiques, ou de l'achat d'immobilier d'entreprise. On ne pourra bien sûr pas développer tous ces points ce soir, ce n'est pas le thème, mais si vous avez des demandes en particulier, j'y répondrai avec grand plaisir. Une fois qu'on a permis une transmission du patrimoine professionnel au patrimoine privé dans les meilleures conditions, on va travailler sur les différents actifs qui constituent un patrimoine classique, c'est les actifs réels et les actifs financiers. Au niveau des actifs réels, on travaille sur l'immobilier en France, même si vous verrez plus tard que nous pensons que les prix ont atteint des niveaux assez élevés à l'aide d'études de spécialistes. L'immobilier dans les dom-toms, qui a pu garder sa niche fiscale, on en fait très peu. L'immobilier aux États-Unis, dont Antoine Gendre nous a fait le plaisir de venir de Fort Lauderdale. Et les grands crus du Bordelais, dont Nicolas Capéron nous a fait également le plaisir de venir. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit topo rapide sur la situation économique du moment. Rapide pourquoi ? Parce que c'est pas très brillant, je vais rien vous apprendre. On va essayer de raisonner, de comprendre ce qui se passe en dehors de ce qu'on peut nous dire tous les jours à travers tous les médias.
Donc ce qui se passe, c'est pas compliqué, c'est que depuis la crise, les banques centrales ont décidé d'ouvrir les vannes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On envoie des liquidités dans le marché. Donc là, on a ici l'évolution des liquidités de toutes les principales banques centrales. J'ai pas mis les dernières, parce que ça commencera uniquement ce mois-ci sur une base de 40 milliards, les dernières dispositions du quantitative easing 3 mis en place par M. Bernanke au début de ce mois, qui consiste à injecter 40 milliards par mois dans l'économie américaine pour sortir définitivement de la crise de l'immobilier, dont on parlera avec précision tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un schéma qui est anormal, un schéma d'alimentation financière vraiment très spécifique. Et donc on a, en bas de ce graphique, la part du bilan des banques par rapport au PIB de chacune de ces banques centrales. Donc on voit que la zone euro a tardé à réagir, mais aujourd'hui, c'est la zone qui a injecté le plus de liquidités dans l'économie pour tenter de la faire repartir à travers les 2 LTRO de décembre 2011 et de février 2012. Le problème, c'est qu'on envoie beaucoup d'argent dans les tuyaux, il y a beaucoup d'argent en circulation, et malheureusement, on va le voir plus tard, cet argent n'est pas converti en croissance. C'est-à-dire que tous ces efforts ont permis à la zone euro d'atteindre 1 point de croissance, et on s'aperçoit cette fin d'année 2012 que le soufflet est en train de retomber, qu'on est obligé de continuer à adapter un certain nombre de mesures. Les prévisions de croissance, malheureusement, ne sont pas bonnes, et donc on part vers une récession, puisque les indicateurs économiques en zone euro vont passer dans le rouge à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Alors ça, c'est un graphique que j'adore, parce qu'il permet de voir la croissance réelle qu'il nous faudrait pour éviter de continuer à creuser la dette. Donc ça veut dire que ici, sur l'histogramme mauve, l'Allemagne devrait faire 0,2, 0,3 de croissance pour arrêter de creuser sa dette. On voit que les perspectives de croissance réelle attendue sont supérieures. Malheureusement, je ne vais rien vous apprendre, ce sont les seuls. Au niveau de la France, vous avez ici nos prévisions de croissance et ce qu'il faudrait obtenir comme taux de croissance pour arrêter l'hémorragie. L'Italie, tout le monde critique l'Italie. Ben, l'Italie n'est pas dans une si mauvaise situation que ça. Malheureusement, ils sont assimilés depuis des mois, voire des années, à l'Espagne, mais ils sont dans une bien meilleure situation que l'Espagne, puisqu'ils ont une croissance réelle attendue, certes négative d'1,5 point, mais il leur faudrait une croissance réelle presque équilibrée pour cesser de creuser leur déficit. Là, on rentre dans les catégories un peu compliquées avec l'Espagne, donc c'est 12% du PIB au niveau européen. L'Irlande, qui repart bien avec ses plans de relance économiques, mais l'Irlande n'a pas les mêmes plans de relance qu'en Europe du Sud. En Europe du Sud, on augmente les taxes, on augmente, on met des programmes d'austérité, on augmente la TVA, on augmente beaucoup de choses qui freinent l'économie, alors qu'en Irlande, on essaye de faire une relance par l'entreprise qui, aujourd'hui, a l'air de mieux fonctionner. Et bon, Portugal et Grèce, malheureusement, on est dans ce même constat. Donc, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour commencer à voir la lumière au bout du tunnel? Bien, ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'a fait M. Draghi au début du mois, c'est-à-dire qu'il faut arriver à maîtriser nos taux d'intérêt. Alors pour le moment, il l'a fait à court terme, et ce qu'il faudra arriver à faire dans un second temps, ça sera d'arriver à maîtriser nos taux d'intérêt à long terme, sur le 10 ans. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi avec ce tableau. Pour une simple et bonne raison, c'est que
On voit les champions en termes de taux d'intérêt. Bon, j'ai pas mis le Japon qui a également des taux d'intérêt très bas, malgré un déficit sur PIB de 200%, donc 2 fois plus important que tous ces pays-là. Et en fait, on s'aperçoit que les États-Unis, qui ne sont pas dans une meilleure situation que la zone euro, bénéficient de taux d'intérêt de 1,63. Ce sont les taux à aujourd'hui, ce matin. L'Angleterre bénéficie de taux d'intérêt à 1,68. Et ensuite, l'Allemagne est à 1,44, c'est pas surprenant. La France de 16, et ensuite, on est dans des situations absolument intenables. Des situations absolument intenables. 2 exemples. En France, depuis 2008, l'impôt sur le revenu ne permet plus de payer les intérêts de la dette. L'impôt sur le revenu ne permet plus de payer les intérêts de la dette. Je ne parle pas de remboursement. Autre exemple, vous avez des pays comme l'Italie et l'Espagne, quand ils prêtent à d'autres pays de la zone euro, à la Grèce par exemple, eh bien, ils prêtent à 3%. Et eux, ils empruntent à 5 ou à 6%. Donc, en prêtant aux autres pays, ils continuent de creuser leur déficit. Donc, on est dans une spirale infernale. Et comment sortir de cette spirale? Alors, c'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est ce qu'a commencé à faire M. Draghi au début de ce mois-ci, en ouvrant les vannes, c'est-à-dire qu'en prêtant sans condition et sans délai, mais pour le moment sur des prêts à court terme. Prêter de cette façon-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mutualiser la dette. Et là, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent qui disent, mais nous, on est d'accord sur du court terme, c'est ce qu'ils ont conclu, je crois que c'était à Bruxelles, mais sur le long terme, sur le 10 ans, niet. Les Allemands ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas d'accord pourquoi? Ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a des pays qui ne respectent pas les règles. Et ces pays qui ne respectent pas les règles, on les connaît. Ce pays, on va dire, c'est la Grèce, qui a truqué ses comptes pour rentrer dans la zone euro, grâce à Goldman Sachs, qui a continué à truquer ses comptes grâce à Goldman Sachs sur les premiers états bilanciels du pays. Et il y a 2 ans, la Grèce s'était engagée de ne plus embaucher de fonctionnaires, et la Grèce a embauché 70 000 fonctionnaires. Voilà. Donc, moi, intellectuellement, je comprends les Allemands qui disent non, ils ne respectent pas leurs engagements, et dès qu'ils ont leur enveloppe, ils en font leur tête. J'ai lu avant-hier que les Grecs veulent construire un circuit automobile pour organiser un Grand Prix de Formule 1. On dépasse l'entendement, c'est aberrant. Les JO, je crois que c'était de 2004, leur ont coûté 8 milliards. Mais bon, c'est pas grave, on y va, c'est pas notre argent, on dépense. Alors, aujourd'hui, il semblerait qu'ils aient trouvé un gisement de gaz et de pétrole, donc je ne sais pas si c'est un gag ou si c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on a une problématique, c'est que nos taux d'intérêt en zone euro sont trop élevés. Et si le problème de la Grèce pouvait être résolu soit par un recadrage fort et réel, soit par une sortie de la zone euro maîtrisée pour ne pas entraîner un risque de contagion, à ce moment-là, on verrait des taux d'intérêt baisser. Et à ce moment-là, on verrait des taux d'intérêt au niveau de l'Angleterre ou des États-Unis. Puisque l'Angleterre et les États-Unis, pourquoi ils ont des taux d'intérêt aussi faibles? Eh bien parce que la Banque centrale d'Angleterre, elle est prêteur de dernier ressort. Quand personne ne veut acheter les obligations anglaises, la banque anglaise achète tout ce qui arrive. La Banque centrale américaine, la Fed, fait la même chose. Quand personne ne veut acheter les emprunts américains, maintenant que les Chinois en achètent beaucoup moins, c'est la Fed qui achète les emprunts d'État américains. Et c'est pour ça qu'avec des situations économiques, des situations de déficit sur PIB, des situations déficitaires au niveau du budget, on constate que ces 2 pays sont à des niveaux de taux d'emprunt très faibles. Imaginez, ne serait-ce qu'en France, qu'on baisse nos taux d'intérêt à 1,6, voire 1,4 comme l'Allemagne, ça nous ferait diminuer notre charge de la dette d'un tiers. Donc, au niveau du budget, on n'essaierait pas d'aller prendre l'argent à ceux qui ont travaillé toute leur vie, prendre l'argent à ceux qui travaillent. On irait baisser les taux d'intérêt pour avoir un bilan qui devienne rapidement équilibré. Voilà. Donc, j'essaye de faire simple quelque chose qui est compliqué, mais il est important que nos gouvernants de la zone euro arrivent à s'entendre pour
que la Banque centrale européenne puisse être prêteur de dernier ressort au niveau de la zone euro. Donc, indépendance, vous l'avez vu. Hein. Donc, vous verrez, on n'a pas, au niveau du capital de Conseil et Patrimoine, une banque, c'est pour ça qu'on peut dire ces choses-là d'ailleurs, qui fasse partie du tour de table. Les valeurs, c'est-à-dire que quand on a des choses à dire, on se le dit. L'interprofessionnalité, donc je travaille avec beaucoup d'avocats, certains sont présents dans la salle, experts comptables, notaires. On a beaucoup de réflexions ensemble. La rentabilité, on va y venir. Et l'expérience, 25 ans d'expérience qu'on met à profit de vos investissements. Une fois qu'on a fait tout ça, on dit, voilà, on fait un métier formidable, gestionnaire de patrimoine. Maintenant, depuis 25 ans, j'ai toujours eu des solutions, toujours eu des possibilités d'investissement pour mes clients. Et là, j'avoue que depuis 25 ans, quand on a un discours transparent et honnête, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc on va faire le tour des différents actifs. D'ailleurs, en état patrimonial, la réunion annuelle des gestionnaires de patrimoine, jeudi et vendredi dernier, il y avait des ateliers pour qu'on puisse expliquer à nos clients que leur patrimoine allait un peu perdre. Je trouve ça choquant. Donc, soit on raisonne de cette façon-là, soit on essaye de sortir du carcan qu'on est en train d'essayer de nous imposer. Alors, quel placement aujourd'hui? SICAV monétaire, donc les taux à court terme sont à 0,75%, moins les frais de gestion, on n'est pas loin de zéro. Les fonds euros des contrats d'assurance vie, alors là j'ai été très généreux, j'ai mis 3,5% pour les meilleurs. A priori, on nous a également expliqué que les fonds euros devraient tomber en dessous de 3% sur leur rendement de 2012. J'enlève 15,5 de CSG, je suis à 2,95. J'enlève l'ISF, je suis à 2. Je prends un ISF moyen de 1%. J'enlève l'inflation, 2%. Je suis à 0. Je vous ai fait grave du prélèvement fiscal. Et du risque lié aux emprunts obligataires. Parce qu'on verra par la suite que nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, on n'a pas la boule de cristal. On essaye de travailler en fonction des éléments qui nous sont imposés. Donc aujourd'hui, il y aura deux solutions. La première, ce qu'on souhaite tous, c'est que la zone euro tienne le coup et qu'elle perdure. La deuxième probabilité, c'est que la zone euro, même si elle est faible aujourd'hui et tant mieux, explose. Donc à ce moment-là, nous on conseille de diversifier aujourd'hui les capitaux dans plusieurs zones du monde. En tous les cas, dans plusieurs zones de monnaie au monde. Les obligations, donc j'entends parler des obligations corporate qui sont superbes, mais les obligations corporate, aujourd'hui les taux d'intérêt sont au plus bas. Ils peuvent pas, je parle des taux d'intérêt à court terme, malheureusement pas les taux d'intérêt à long terme, mais comme les emprunts obligataires c'est en général entre 2 et 4 ans, ce qui est diffusé aujourd'hui sur le marché, si on avait une remontée des taux sur cette durée-là, on revivrait ce qu'on a vécu au début des années 90, c'est-à-dire une baisse du nominal des obligations, c'est-à-dire une perte sur la valeur des obligations. L'immobilier. Donc, l'immobilier en France a connu alors, le graphique n'est pas très lisible, je vais essayer de vous le commenter, a connu son gros démarrage, pour faire une mauvaise allusion, donc là, la courbe est sortie comme un bouchon de champagne du tunnel de Frigate, je vais vous expliquer ce que c'est, et c'est pas par hasard, c'est sorti en 2002. On se rappelle, 2001, les Twin Towers, Alan Greenspan, le patron de la Fed, pour pas que les Américains tombent dans la déprime, on ouvre les vannes et on envoie beaucoup d'argent dans les circuits pour que les Américains consomment et passent ce choc moral très difficile. Et donc, Jacques Frigate, qui est un économiste spécialisé dans l'immobilier, a édifié un tunnel, c'est-à-dire qu'il mettait dans son tunnel l'indice des prix, qui est en noir, vous l'avez compris, et l'indice des loyers. Et donc, le graphique remonte à 1960, et on s'aperçoit que de 1960 à 2002, ça fonctionne très bien. Et, comme par hasard, à partir de 2002, où on a ces tonneaux de liquidités qui sont déversés sur le marché, eh bien, on s'aperçoit que les prix de l'immobilier flambent, la petite cassure de post-2008, et ensuite, on revient sur ces niveaux-là.
Donc nous, on prévoit que l'immobilier corrigera, peut-être pas ici, mais corrigera dans les mois et les années à venir. Le nombre de transactions, qui est toujours un indice avancé, stipule depuis le début de l'année une baisse des transactions à Paris de 20%, selon la Chambre des notaires, et une baisse des transactions en province de 30%. La bourse, me direz-vous. La bourse, ça devient très très compliqué. Et donc je ne vais pas vous faire un grand cours magistral sur les marchés financiers. Donc simplement, comme je vous le disais en préambule, on a créé une SICAV qui s'appelle Reactor 7. Et moi, en tant que gestionnaire de patrimoine, après 2008, j'y comprenais plus rien. On m'expliquait que dans les fonds, on avait des sociétés qui avaient des marges très confortables, des carnets de commandes pleins, des cash flows importants. C'était des sociétés qui existaient depuis des décennies et qu'avec une grosse déprime boursière, elles pouvaient baisser de 10 à 20%. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Hop, moins 50. Voilà. Donc aujourd'hui, les grands principes boursiers sont importants. Je ne les balaye pas d'un revers de manche. Mais un de mes clients m'a conseillé de me former à l'analyse graphique, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une formation de 60 heures avec Stéphane Céauduteil. Et à l'issue, je lui ai demandé de rejoindre la SICAV que l'on a montée en 2007. Donc je demandé à Stéphane de vous initier très rapidement sur une demi-heure et de vous donner ses prévisions sur la fin d'année 2012 en termes d'analyse graphique.